Sophie, ma collaboratrice, parfois elle me trouve un peu trop pessimiste, mais j'avoue que voilà, j'essaie petit à petit de prendre du recul et de me dire non Alexia, en fait tout ce qu'on a accompli et tout ce que j'ai accompli aussi personnellement depuis que je suis dans le monde du travail, et voilà, c'est top, et il faut effectivement avoir le courage, le cran de pouvoir activer quelque chose pour pouvoir continuer à faire grandir en fait quelconque projet, quoi. Et donc c'est important de garder cette positivité et de se dire c'est pas grave si un jour on a une mauvaise réponse, on continue et on persévère et on verra. Bonjour et bienvenue sur le podcast des entrepreneurs inspirants. Chaque épisode vous offre un aperçu de l'histoire d'un ou d'une entrepreneur qui éclaire et inspire à travers sa vision et son parcours. Ce podcast est réalisé en partenariat avec Interphone, opérateur télécom 100% dédié aux entreprises et aux ASBL. On en profite. Donc aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Alexia Martin, cofondatrice de Out of the Books. Bonjour Alexia. Bonjour Geoffroy. Bienvenue. Merci. Alors pour commencer, une question simple pour se mettre dans l'ambiance. Qui es-tu, Alexia ? Et là, tu réponds comme tu veux. Oui. Les dernières années, en fait, on va dire que je suis une jeune maman de jumelles qui vont avoir 4 ans. Et ça joue beaucoup, en fait, sur le déroulé de mon schéma, on va dire, de l'entrepreneuriat de ces dernières années. Je suis assez sportive aussi. Ça a fait beaucoup partie de ma vie. Et là, maintenant, je reprends, maintenant que les filles sont un peu plus grandes aussi. Et puis, à côté de ça, je suis quelqu'un qui est très curieuse. Parfois un peu trop. On dit que c'est un mauvais défaut, un défaut, mais pour moi c'est plutôt. Je l'utilise en tout cas comme qualité. Et de plus en plus une connectrice aussi, une personne qui met en lien. Et donc l'ASBL, l'activité de l'ASBL, en quelques mots aussi. Donc l'ASBL, elle a été créée en 2018 avec Sophie, ma collaboratrice et meilleure amie aussi depuis de longues dates. En quelques mots, on a créé cette ASBL pour, avec un leitmotiv en fait, de pouvoir justement connecter tant bien les enseignants, les parents et les enfants. Pour mieux appréhender l'éducation des jeunes en fait. Et donc on a créé un festival au départ, c'est un peu notre flagship, c'est un événement vraiment qu'on a créé en 9 mois, le temps d'une maternité. On n'était ni l'une ni l'autre maman à ce moment-là, c'était un peu notre bébé il y a 7 ans maintenant, et on a créé ce festival avec donc cette volonté de rassembler ces différents acteurs et de pouvoir valoriser en fait tant bien le métier de l'enseignant qui pour l'instant souffre et aussi de mettre en avant les approches créatives et innovantes dans le domaine de l'éducation. Et entre-temps, vous avez diversifié les activités au-delà du festival, je suppose. Oui, effectivement. Donc, le Covid est venu frapper à la porte de tout le monde. Et c'est vrai que là, cette année-là, on n'a pas pu faire d'édition du festival. Et on avait par contre une page Facebook qui grandissait de plus en plus avec une chouette communauté assez interactive. Et donc, du coup, Sophie s'est lancée dans l'aventure en fait, de pouvoir solliciter des experts qu'on aurait plutôt sollicités comme conférenciers lors du festival, mais à participer en fait à des lives Facebook. Et donc, c'était un rendez-vous qui était donné un mardi sur 2. Là, c'était vraiment du live. Donc, même les auditeurs ou téléspectateurs, si on peut le dire, pouvaient assister au live, poser leurs questions, interagir. Et donc ça, ce rendez-vous a été donné jusqu'à l'année dernière. Et entre-temps, on a converti en fait ce concept en podcast de manière à ce que le rendez-vous soit moins ponctuel, mais que tout un chacun puisse se connecter et écouter dans sa voiture ou voilà. En faisant du sport. En l'occurrence. Quand on a un peu de temps à perdre, on écoute un podcast. Oui, ou à valoriser justement, parce que ça nous permet d'être un levier aussi pour procurer de la formation continue en fait, à contrario du festival qui est très ponctuel. Oui. C'est vrai ça fait partie aussi de notre restructuration, on va dire aussi, parce qu'au départ, on avait la SBL, parce que voilà, il faut pouvoir à un moment donné avoir une structure juridique, mais on était vraiment focus sur le festival. Ce qui pouvait nous jouer des tours aussi dans la construction, ou plutôt dans la recherche de financement. Parce qu'on n'a pas un business model où on fait beaucoup de chiffres d'affaires, mais par contre, on met beaucoup de personnes en lien. Et c'est vrai que là maintenant, Out of the Book, c'est vraiment devenu une plateforme de pédagogie innovante, tant par le festival que par le podcast. Et également une émission de télé qui est produite par TVcom, qui est la télé régionale du Brabant Wallon où nous sommes implantés.
Mais surtout, on commence aussi à être diffusé sur d'autres télérégionales en Wallonie, donc ça c'est super valorisant, quoi. Ouais. Et les dates du festival, c'est quand ? C'est le mercredi 1er octobre, le jeudi 2 et le vendredi 3 octobre. Et ce sera à la sucrerie à Wavre pour la 3e édition. Avant ça, nous étions à Waterloo. Et la grande nouveauté en fait de cette année, c'est que le mercredi 1er octobre s'adressera à ce public de parents qu'on avait initialement invité à venir, à prendre part au festival. Mais le festival au départ, c'était un week-end, c'était le samedi-dimanche. Et là, on prêchait les convaincus en fait. On était vraiment sur une dimension où les profs qui venaient, c'était des profs déjà super motivés, qui recherchaient des outils pédagogiques et tout ça pour vraiment bien s'outiller et être mieux armés pour répondre aux besoins des jeunes de maintenant. Mais on a pris au fur et à mesure des années plutôt, le festival a grandi et on a dû passer en semaine pour essayer d'obtenir en fait un peu le Graal auprès de l'IFPC pour la formation continue des enseignants. On est passé en semaine, le jeudi et le vendredi. C'est deux jours qu'on conserve chaque année. Et cette année, on a pris le pari de pouvoir réintégrer ce public familial de parents en intégrant le mercredi comme étant une journée. Voilà, c'est une petite journée, donc on s'est dit que peut-être que les familles viendraient prendre part à l'événement également. Tiens, vous lancez le festival au départ, donc c'était à côté de votre travail, oui. J'imagine. Ça a toujours effectivement été pour l'une et pour l'autre, en tout cas au départ, une activité complémentaire. C'est vraiment quelque chose qui nous prenait les soirées, les week-ends. C'est vrai qu'à ce moment-là, on n'était pas maman encore, ni l'une ni l'autre. Moi, à ce moment-là, effectivement, je travaillais comme employée chez RTL et j'avais une autre activité également dans des after-work que j'organisais maintenant. Enfin, ça a duré 12 ans au bord du lac de Genneval. Et donc, c'était toujours des extras. Sophie, elle est formatrice d'enseignants. Donc, elle va dans les écoles et elle forme lors des journées pédagogiques et tout ça. Là, maintenant, cette année, depuis quelques mois, moi, ça me prend pas mal... ça nous prend à toutes les deux, en fait, beaucoup de temps. Et on essaye de caser... ça où on peut, mais plutôt en journée. Moi, personnellement, pour l'instant, je suis en réflexion pour d'autres projets, mais j'ai plus un employeur qui est derrière, on va dire, et qui assure ma sécurité. Oui. Donc, on est un peu lancé dans le vide pour l'instant, mais on sait qu'on est en transition et que, les beaux jours arrivent et que ça va pouvoir permettre à l'ASBL, en fait, à la structure, de pouvoir tenir sur la longueur. On a entrepris pas mal de démarches pour trouver en fait des subventions, du mécénat, des financements et aussi, on espère à un moment donné, une internationalisation du concept en tant que tel et de la formation aussi, en tout cas pour s'adresser à un public francophone. Et la francophonie est large, donc il y a encore matière à pouvoir aller au-delà des frontières de la Fédération Wallonie-Bruxelles, en tout cas. C'est quoi ta journée type ? Ma journée type. S'il y a une journée type. Alors, quand j'ai mes filles, c'est typiquement un réveil assez matinal. C'est les préparer, s'assurer qu'elles-mêmes arrivent bien à l'heure à l'école. Et puis ensuite, c'est décompresser, parce que souvent, c'est hyper rock'n'roll le matin, juste avant d'arriver à l'école. Et donc, c'est rentrer chez moi, parce que pour l'instant, mon bureau est chez moi. Et c'est un petit peu faire le check, soit j'ai des rendez-vous, soit effectivement j'ai une to-do list qui est dans ma tête, qu'il faut à un moment donné que je pose. Et j'ai tendance un petit peu à... Alors j'ai deux caractéristiques, soit à être dispersée ou à procrastiner. Et donc, bref, dans les deux cas, en fait, parfois c'est pas très bon. Mais donc j'ai tendance à faire plein de choses qui sont pas spécialement les plus prioritaires. Et ça, je tiens ça depuis mes études, en fait. C'est quelque chose que j'aimais bien laisser au plus tardif, je pouvais étudier, au mieux c'était. Ça a été. Chaque fois, ça allait au niveau des études. Mais maintenant, c'est vrai que parfois, il faut que je me donne quelques coups de pied aux fesses pour me dire non, en fait, c'est ça qui est le plus important. Parce que tu risques sinon de perdre l'opportunité de rentrer un dossier ou quoi aux caisses. Mais donc, ma journée type, ça va varier, en fait. Mais là, de plus en plus... je m'attelle à pouvoir me dire ok, ça c'est les priorités, donc go, et on essaye d'établir une journée comme ça. Après, ce qu'on essaye de faire aussi avec Sophie, c'est de pouvoir se voir de plus en plus, et elle va venir déjà avec une to-do list bien claire, et c'est un peu elle mon métronome, on va dire. Ouais. Non, mais c'est intéressant parce que tu mets le doigt sur un des points essentiels pour des
des salariés, par exemple, qui se lancent dans l'entrepreneuriat, c'est d'arriver à s'autodiscipliner parce qu'il n'y a plus personne qui attend quelque chose de toi directement, si ce n'est toi. Donc, c'est d'arriver à se dire, tiens, je vais m'y mettre. Sinon, il n'y a pas de conséquences, en tout cas directement à court terme, il n'y a pas de conséquences à court terme sur le fait de procrastiner et ou de disperser, comme tu dis. Non, mais alors, par contre... ce matin, quand j'étais en route ici, j'ai eu un petit peu le temps de cogiter par rapport à cette intervention. Et donc, je me suis dit, parfois, je jalouse le statut d'employé. Parce que je me dis, en fait, j'en connais quand même quelques-uns qui sont bien planqués, si on peut le dire ça comme ça aussi, et qui, petit à petit, en fait, se permettent aussi de pouvoir développer des activités. Alors, on peut prendre mon exemple, et j'étais pas planquée, parce que j'ai toujours été animée par un challenge, en fait. Moi, il faut toujours un challenge. Donc, quand je commence à être dans la routine, j'avoue, ça me lasse assez vite, et c'est là où, parfois, je peux me disperser. Mais c'est vrai qu'il y a la sécurité financière, que là, pour l'instant, moi, je suis animée, en fait, parfois... à ces élans de boost et d'énergie, mais parfois aussi de démotivation, parce que c'est la peur, en fait. C'est le fait d'être un peu tétanisé par me dire « Non, mais en fait, j'y arrive pas et je sais plus. » Et donc ça, c'est... quand on est employé et qu'on a encore cette sécurité-là, je me dis, là, il y a encore... il y a dans sa petite tête, parce qu'il n'y a rien à faire, on est dans un monde où je pense que là, ici, la plupart d'entre nous, on est privilégiés de base quand on compare avec le reste du monde. Mais on a nos angoisses, on a nos peurs. Et le fait de se dire, financièrement, la vie nous suit. Enfin, voilà, on est dans un schéma quand même dans lequel on essaye de pouvoir garder la tête hors de l'eau. Et donc ça, parfois, il faut faire attention parce que moi, en tout cas, dans ma posture, c'est quelque chose qui peut m'angoisser et qui, du coup, me fige un petit peu dans ma journée, en fait. Le soleil, la météo dehors, je disais tout à l'heure, je suis venue avec le soleil, c'est hyper important pour mon énergie intérieure parce que je sais que quand il y a des nuages, il y a des nuages aussi dans ma tête en fait. Et c'est vraiment comme ça pour l'instant, j'essaye de schématiser de plus en plus pour essayer de me donner une raison et de me dire, voilà, c'est pas grave, dans 3 jours il fera beau de nouveau et ça ira mieux. Ouais. C'est un peu un post LinkedIn récemment sur le côté entrepreneurial, c'est un peu les montagnes russes émotionnelles, parce qu'un jour, voilà, on est un peu le roi du monde, ce qui s'est passé, on a fait un deal où il s'est passé quelque chose de bien, puis le lendemain, c'est l'inverse, et donc on a un peu 10 pieds sous terre. Ouais. C'est quand même très... du jour au lendemain, ça peut changer du tout au tout, positivement comme négativement. Donc, oui, c'est vraiment ça. Et c'est même pas... Alors, je parlais d'argent tout à l'heure, mais c'est même... moi, je me satisfais parfois même de me dire que, cool, j'ai une chouette réponse, où il y a tel exposant qui confirme sa venue au festival. Voilà, c'est une petite satisfaction, mais... Alors... Sophie, ma collaboratrice, dit parfois elle me trouve un peu trop pessimiste, mais j'avoue que j'essaie petit à petit de prendre du recul et de me dire non Alexis, en fait tout ce qu'on a accompli et tout ce que j'ai accompli aussi personnellement depuis que je suis dans le monde du travail, et voilà, c'est top, et il faut effectivement avoir le courage, le cran de pouvoir activer quelque chose pour pouvoir continuer à faire grandir en fait quelconque projet, quoi. Et donc oui, c'est important de garder cette positivité et de se dire c'est pas grave si un jour on a une mauvaise réponse, on continue et on persévère et on verra. Ouais. Quel conseil est-ce que tu donnerais à toi-même à 18 ans, si tu pouvais souffler un petit mot à ton oreille? Oui, mais de me faire mieux accompagner au niveau des études. En fait, là, je suis dans un cas de conscience. J'ai eu récemment 41 ans. Donc, voilà, on est dans cette sphère, dans cet âge critique, on va dire, la quarantaine. Et c'est vrai que j'ai fait des études en sortant de l'école de sciences éco, en anglais pour me donner une challenge mais à ce stade-ci, en fait, trop générique pour moi. Je me dis... C'est dommage parce qu'en fait, je me dis non, c'est sciences éco parce que c'était un peu tendance aussi et tout ça, mais j'avais pas non plus, je m'étais pas dit j'ai vraiment une volonté de devenir médecin ou autre. J'avais hésité par contre avec la criminologie, mais il fallait faire psycho ou droit, et puis voilà. Et puis et donc là, je me dis j'aurais peut-être dû faire ou peut-être plus analyser en fait les différentes options d'études, quitte à être un peu plus sur un diplôme pointu. Et puis après, ouvrir, on va dire, mon champ des possibles,
plutôt que l'inverse en fait, parce qu'à faire Sciences Éco, c'est plutôt généraliste, on va dire, et ça donne pas spécialement une direction bien spécifique. Et voilà. Et donc ça, c'est un petit peu mon regret à l'heure actuelle. Et donc dans cette deuxième vie, parce que je considère maintenant d'avoir eu des enfants, je suis entrée dans cette deuxième vie, et puis tout l'apprentissage que ça génère aussi, que maintenant je cherche à pouvoir me former, en fait, pour revenir aussi à des choses qui m'animaient quand j'étais jeune, quand j'étais, 18, même plus jeune, et puis un peu par la suite aussi. Et c'est beaucoup plus tourné vers l'humain. Donc, ce qui est amusant, parce qu'au final, avec le festival, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on crée. C'est vrai que on a on est complémentaires, Sophie et moi, dans le sens où Sophie a vraiment la casquette pédagogique, le contenu, et moi, je suis plutôt dans la mise en forme et dans le côté... organisationnel, parce que c'est toujours ce qui m'a animée et ça a toujours été relativement facile pour moi de le faire. Et donc oui, on est dans cette connexion de liens et je me dis, peut-être que être tourné vers l'humain maintenant, mais avec des compétences plus spécifiques, ça pourrait m'être utile. Et à 18 ans, c'est ce constat-là que je fais. C'est intéressant ce que tu dis, ça veut dire que aujourd'hui, tu penses que tu aurais dû faire d'autres études plus spécialisantes qui te serviraient aujourd'hui, plutôt que de dire il n'est jamais trop tard et je peux apprendre aujourd'hui. Ah non, c'est comme ça que je prends le contre-pied au final. Oui, c'est ça. Mais est-ce que tu ne seras pas plus à la pointe, justement, parce que ce que tu aurais appris il y a une vingtaine d'années, est-ce que ce sera encore up-to-date aujourd'hui, et que maintenant, si tu te spécialises aujourd'hui, est-ce que tu ne seras pas une meilleure spécialiste en apprenant maintenant que si tu avais appris il y a 20 ans? Oh, oui. Vu les changements et l'évolution, on le voit avec l'IA, vu les changements, quel que soit le secteur. Non, c'est clairement une probabilité. Maintenant, je dis ça plus dans le sens où, dans toutes mes réflexions en parallèle de la SBL et tout ça, c'est vrai que ces dernières semaines, je suis passée par pas mal de questions et je recherchais aussi peut-être à me raccrocher à de la sécurité, donc à retrouver peut-être un emploi, alors peut-être qu'à mi-temps. Et c'est vrai que quand je regarde, et en l'occurrence sur LinkedIn, en fait, qu'est-ce qui m'anime le plus, en fait, envers quel type de job je vais pouvoir postuler pour pouvoir répondre vraiment à l'offre qui est proposée et que surtout on puisse cerner mes compétences qui sont plutôt vastes, en fait, parce que du coup elles sont assez je sais gérer un budget, je sais faire il y a plusieurs compétences, mais je peux pas prétendre de dire, et en tout cas sur diplôme, parce qu'il y a rien à faire, je pense qu'il y a quand même encore un screening qui se fait, en tout cas pas quand on est en face à face, mais quand on regarde et on analyse un CV, on reste encore sur l'expérience, certes, et sur le diplôme, mais voilà. Et donc c'est juste des petites questions comme ça qui m'ont traversé l'esprit. Et donc, dans la recherche d'emploi, je me suis dit, et là, maintenant. Ouais, mais donc, c'est pour ça qu'ici, je me dis que c'est une opportunité, effectivement, du coup, pour rebondir et me former. Et vous l'avez évoqué, tu l'as évoqué, j'ai prochainement une formation à l'IEX Academy en intelligence artificielle. Et voilà, ce sera la première et j'espère pas la dernière pour pouvoir être à la pointe à ce niveau-là. Ça veut dire que vous n'ambitionnez pas, au niveau de la SBL, de pouvoir en vivre toutes les deux à court terme? Alors, si, mais tant qu'on n'a pas de résultats ou de réponses positives, et on continue à taper sur le clou à gauche, à droite. Mais voilà, on dépend en fait, on dépend. On a clairement, il y a des rentrées des exposants, mais on a toujours voulu aussi avoir une approche hyper démocratique par rapport aux exposants qui sont des ASBL pour la plupart, et pour certaines qui ne sont pas spécialement subventionnées comme d'autres par la Fédération Wallonie-Bruxelles et tout ça. Donc nous, on veut faire le geste de n'exclure personne, pour autant qu'ils rentrent aussi dans la philosophie du festival. Mais donc, il y a cet aspect-là, il y a une partie aussi des visiteurs, et puis après, c'est effectivement des subventions pour l'instant facultatives. On attend de voir si on pourra être pris dans du structurel au niveau du gouvernement. Et puis parallèlement à ça, là maintenant, le fait qu'on se soit restructuré, on espère aussi pouvoir sensibiliser des fondations ou des acteurs des grosses structures privées qui sont dans une démarche philanthropique et qui perçoivent notre plus-value, en fait, parce que c'est vrai que nous, on n'est pas actrices au travers de l'ASBL directement sur le terrain.
On n'est pas tous les jours en classe avec des élèves en difficulté qui sont d'un milieu social défavorisé et tout ça. Nous, on est un peu dans une couche de lasagne, on va être un peu l'intermédiaire en fait. On met en relation ces acteurs-là avec des éducateurs, des enseignants, des futurs enseignants aussi, parce que ça c'est aussi un cheval de bataille pour nous, mais qui sont en demande de pouvoir être outillés correctement avec tout ce qui se passe au niveau des réformes justement dans le milieu de l'éducation et tout ça. L'appel est lancé. Si. Oui. Un mécène nous entend. Voilà. Quand tu regardes en rétroviseur de ton parcours professionnel, quels sont les plus grands enseignements que tu retiens ou tu retires? Alors, que j'ai été du coup un peu kamikaze. Mais non, alors moi j'ai un parcours... c'est vrai que j'ai après avoir terminé mes études en sciences éco, parallèlement à ça, j'ai fait une formation, une sorte de master exécutif en management du sport. Que Solvay avait organisé. Et puis, j'ai travaillé 1 an en consultance. Puis après, j'aspirais à aller faire un master, mais dans le milieu hôtelier, qui a un lien du coup avec le business familial. Et donc, finalement, je n'ai pas été faire ce master, mais j'ai directement travaillé dans l'entreprise familiale. Après cette année de consultance où j'étais à la Poste et chez Engie à l'époque. Et là, j'ai travaillé 6 ou 7 ans et j'ai mis la main sur le spa, sur la gestion du spa et du fitness au Château du Lac. Voilà. Et là, j'ai été prise par le challenge en fait, parce que vraiment, c'était un challenge de pouvoir commencer à gérer des équipes féminines principalement. Moi, j'étais jeune, j'étais la fille du patron, donc il y a cette connotation aussi qui a fort joué au niveau... de la fluctuation du moral, on va dire, parce que c'est pas évident, et surtout à 25 ans. Mais je me suis formée, j'ai à ce moment-là fait une formation à l'école hôtelière de Lausanne pour pouvoir revenir avec hands-on, vraiment des outils pratico-pratiques pour gérer et apprendre à gérer un spa qui finalement se gère un peu comme un hôtel, sauf que au lieu de louer une chambre à la nuit, on loue une cabine de soins à l'heure, et donc voilà, il y a toutes des coûts à devoir vraiment bien gérer. Mais au bout de 6 ans, j'ai décidé en fait de me retirer parce que je trouvais que j'avais fait le tour, de nouveau, dans cette histoire de routine, même si c'était pas routinier du tout, mais dans la dynamique où je voyais que je n'apportais plus vraiment la fraîcheur ou l'envie et tout ça, l'ambition que j'avais au début. Et donc, c'était ni bon pour moi, ni bon pour la structure au final. Et à ce moment-là, je me suis retirée. J'ai été voyager à mes 30 ans. J'ai été voyager pendant quelques mois. J'ai été travailler avec des jeunes au Vietnam dans les rues. Et puis je suis revenue. Et c'est à ce moment-là que j'ai repris mon CV. J'ai postulé. Et là, j'ai commencé à travailler pour RTL pendant 7 ans. Et pour la faire courte, en fait, je suis tombée enceinte pendant le Covid. Et 2 semaines après d'être revenue de mon congé de maternité, en janvier 2022, on était donc en janvier, je me suis dit ok, je vais prendre une bonne résolution ou une résolution. Maintenant, j'hésite parfois si elle était bonne ou pas. Et j'ai démissionné. J'ai démissionné au 30 janvier, je pense, pour être encore dans les temps et de mes bonnes résolutions. Et là, je me dis qu'avec le recul, par rapport à un milestone important, c'était un peu qui tout double. Alors, j'avais dans ma tête clairement une idée de où j'allais pouvoir travailler et j'étais là, freelance. Enfin, du coup, je devenais freelance full. Alors qu'avant, j'étais toujours indépendante complémentaire. Là, je passais en full. Et voilà, et j'ai travaillé pendant 2 ans et demi pour une société qui assurait la promotion et la production de gros événements internationaux en l'occurrence et d'autres avec des productions ici belges. Mais je me dis qu'avec le recul, cette sécurité de l'employé était plutôt confortable et encore, à l'heure actuelle en l'occurrence, quoi. Ouais. Mm-hmm. Ça semble un point important, justement, ce côté sécuritaire, c'est dans... Voilà. Oui, je crois qu'il est ancré, mais je pense que c'est une fausse croyance. C'est une croyance limitante, dans le sens où parfois ça me fige, parce que j'ai toujours peur de l'avenir, alors que je sais que j'active plein de choses que pour que ça se passe bien, en fait. Mais voilà, j'essaie de travailler dessus, mais c'est là. Mais après, effectivement, oui, c'est le côté sécurité, en fait. Mais je sais que ça va se débloquer, mais il faut que ma petite voix, parfois,
qui est un peu le côté pessimiste, quoi, s'en aille, quoi. Se taise un peu. Oui, se taise, oui. Comment tes proches ont réagi lorsque tu as décidé justement de te lancer, de devenir entrepreneur? J'ai une famille d'entrepreneurs, donc il y a quand même, oui, ma maman, justement, oui, elle est toujours plus rassurée de savoir si je suis, si ça se passe bien, s'il n'y a pas de soucis justement financiers, mais par rapport à la prise d'initiative, sachant que depuis ma vingtaine, en fait, j'ai toujours lancé des projets, et même avant j'organisais des stages de tennis. J'avais créé un stage de tennis fauconnerie. Personne d'autre a fait ça sur Terre, je pense. Le matin, ils étaient au tennis, et l'après-midi, ils faisaient voler des faucons, les jeunes. Mais donc, par la suite, en fait, donc non, ils ont toujours adhéré à cet esprit-là, parce que c'était aussi toujours un peu un à côté. Là, maintenant, c'est vrai que du coup, je suis dans une dynamique. Ma question, c'était quand tu as décidé de te lancer à full. De toute façon, en même temps, j'étais devenue maman, donc je suis dans deux problématiques. Enfin, problématiques. Il y a le côté entrepreneur et puis il y a le côté gestion de petites jumelles. Deux en même temps, ça reste de l'entrepreneuriat full. Franchement, dans la transposition, en fait, je me suis dit, gérer des enfants, déjà, moi, avant d'en avoir, je sous-estimais, à mon avis, complètement. Et maintenant, le fait d'en avoir et d'être vraiment parfois dans cette tourmente, il y a plein de choses. Il y a la gestion de projet, il y a la gestion, il y a tout. En fait, tout ce qu'un entrepreneur doit gérer dans son entreprise, à la maison, où il le gère au quotidien. Et donc ça, c'est... Enfin voilà, moi, ça me bluffe toujours, et je me dis, ok, là, c'est bon. J'ai fait effectivement le principe de se dire, il y a la première journée et puis il y a la deuxième qui commence. Plus les à côté, avec le côté administratif et tout ça, de devoir gérer des enfants, une famille et tout ça, c'est costaud. Mais donc, non, mes parents après, tout le monde me soutient dans la démarche et m'accompagne, parce que parfois ils savent que j'ai des coups de down, mais globalement, ça va. Ça se passe c'est bien perçu. Oui. Est-ce qu'il y a une erreur que tu as commise et qui t'a beaucoup appris dans ton parcours? On dit souvent que les erreurs sont très formatives. Est-ce qu'il y en a une en particulier? Je vais pas alors je vais revenir en arrière, mais par rapport à cet acte finalement d'avoir posé ma démission, ça pourrait être considéré comme une erreur dans mon côté pessimiste, quoi, pour ma petite voix pessimiste, mais je pense que non, elle est juste comme tu l'as dit, ça, elle est formatrice et elle apportera après une grosse erreur. Là, comme ça me... Où tu t'es dit, voilà, ça, je l'ai fait, je ne regrette pas, mais c'était une erreur, mais je ne regrette pas parce que j'ai appris. Il y en a certainement, mais j'avoue que là, comme ça, elles ne sont pas on top of my mind, quoi. Bon, si ça te revient, n'hésite pas. Tu lèves la main. Ça va. Comment est-ce que tu utilises, oui, ça c'est une question à mon avis intéressante, surtout c'est une SBL, comment est-ce que tu utilises ton entreprise pour avoir un impact positif sur la société? Donc jouer un rôle sociétal, on est en plein dedans, j'imagine. Oui, là on est... j'ose espérer en tout cas, parce que c'est pour ça qu'on se bat. Mais effectivement, nous on le voit à la fin d'un festival, nous on est complètement crevés, parce que de nouveau on n'est que deux et on s'équipe d'équipes, mais je veux dire elles sont toujours très éphémères et ça reste nous deux qui drivons tout le projet. Mais c'est vrai qu'on le voit, il y a une super énergie en fait. Déjà, on s'attelle à faire en sorte que les participants, alors les exposants aussi, principalement, parce que c'est eux qui sont acteurs aussi de cet événement, qui se sentent bien, qui se sentent vraiment impliqués dans notre projet, qui puissent connecter entre eux aussi. On fait un festival en fait, pour pas le nommer salon, dans cette approche aussi où l'énergie véhicule bien en fait dans l'événement quand on y vient. Je t'inviterai d'ailleurs, j'espère que tu passeras, mais quand on y est, on crée vraiment des connexions, et donc ça, pour nous, c'est vraiment hyper important, parce qu'il y a des synergies qui se créent entre eux, et puis ça fait des petits, et ils font des chouettes collaborations après avec des écoles et tout ça. Et puis les visiteurs aussi, quand on lit les feedbacks, c'est ça m'a reboosté, ça m'a redonné un super coup d'énergie, c'était génial les rencontres et tout ça, j'ai appris telle et telle chose, je repars avec souvent les gens repartent avec plein de choses. Et ça, c'est hyper... c'est là où on se dit, on apporte vraiment notre pierre à l'édifice, parce que on sait que le statut d'enseignant,
souffre vraiment. Les futurs enseignants, il y en a de moins en moins qui s'inscrivent chaque année. Nous, on en a eu 350 l'année passée qui sont venus pour justement passer une journée et s'inspirer et surtout découvrir qu'il y a encore une communauté d'enseignants qui sont motivés ou qui le sont peut-être un peu moins, mais qui ont juste besoin se rassurer en fait qu'ils sont dans un secteur en fait qui doit et qui mérite d'exister. Et je dis qui doit parce qu'en fait, là, on parle d'intelligence artificielle et tout ça de plus en plus, mais il n'y a rien à faire. Enfin, l'humain restera prioritaire et ça, c'est clair. On l'a vu pendant le Covid. Ça fait des dégâts de ne pas être en lien. Et donc, les profs ont vraiment leur place à jouer. Et nous, le fait de pouvoir... Alors, on a le festival, c'est sûr, mais après, on le voit aussi au travers de ce qu'on publie, ou les interactions, où Sophie, qui est beaucoup dans les écoles, elle voit aussi beaucoup d'enseignants qui témoignent en fait du fait « Ah, on est venu l'année passée » ou « Oh, on est venu il y a 2 ans, on espère pouvoir revenir cette année ». Donc, c'est que ça stimule leur énergie et ça, on est ravis. Parce que moi, venant plutôt du milieu corporatif, en fait, je me rendais compte que Sophie, qui était prof avant ça, elle était enseignante dans le secondaire inférieur. Elle me racontait souvent ce qui se passait en fait dans sa classe et avec ses collègues. Et il y avait très peu d'interaction aussi entre les enseignants. Très peu de partage. Et quand ils recevaient des formations, c'était souvent dans les murs de leur école en fait. Il y a peu de get-together avec du networking, des échanges de best practice et tout ça. C'est pas des termes, déjà rien que les termes sont plutôt anglophones. Et donc c'est vrai qu'ici, dans le milieu de l'enseignement, on voulait pouvoir aussi les amener dans un cadre extérieur, faire une sorte de mise au vert. Et c'est pour nous hyper important parce que c'est ce qui permet l'empowerment en fait, des enseignants. On a un projet qui nous tient super fort à cœur, c'est les enseignants ont du talent. Et ça permet de valoriser le travail d'enseignants qui ont initié un projet dans leur classe, dans leur école, et surtout de leur donner en fait une visibilité et d'en inspirer d'autres en fait, et d'inspirer des futurs enseignants. Du coup, on en crée des fiches pédagogiques qu'on va retrouver sur notre site internet, de manière à ce qu'ils aient, toute personne qui s'inspire de ce projet puisse avoir un peu un fichier open source en fait pour dire mais je peux le répliquer dans ma classe aussi en fait et ça va pas me coûter des milliers d'euros que pour le faire. Parfois c'est juste donner l'input pour pouvoir se dire ok on se lance et go. Et donc c'est vraiment le côté utile de notre ASBL, c'est de pouvoir mettre en lien valoriser les pratiques éducatives qui sont actuelles aussi, parce qu'on parle, il y a beaucoup de transitions dans le milieu scolaire en ce moment. Et il faut répondre aux jeunes, parce que les jeunes évoluent très rapidement et différemment qu'il y a même, moi de mon temps, c'était pas encore la même approche, on n'avait pas l'utilisation des smartphones aussi et tout ça, donc on est vraiment dans une nouvelle ère et nous on vient avec des acteurs qui sont sur le terrain, qui sont experts dans leur domaine, que ce soit au niveau des nouvelles technologies, au niveau des besoins spécifiques aussi. La ludopédagogie peut aider beaucoup aussi, et donc c'est comme ça, la ludopédagogie pour un exemple, c'est le lien aussi entre le fait de pouvoir apprendre à jouer à la maison avec papa, maman, ses frères et ses sœurs, mais c'est aussi c'est de l'apprentissage. Et la même chose au niveau de l'école, en fait. C'est amener le jeu, mais voilà, de manière didactique et pédagogique également, tout en s'amusant. Est-ce que nous pouvons parler d'une décision difficile, puisqu'on parlait des erreurs tout à l'heure, il y a aussi la prise de décision qui est importante dans l'entrepreneuriat, une décision difficile que tu as dû prendre et qui a aussi été formative pour toi? Je vais en revenir à ce switch au niveau employé et puis full indépendant. Après, c'est une décision difficile, mais entre guillemets, j'étais complètement portée par cette maternité qui était assez fraîche et donc boostée d'oxytocine et tout ça, où je me suis dit, c'est pas grave en fait, il n'y a rien qui est insurmontable, on peut y aller, on y va, go, et il y a de chouettes choses qui vont se profiler parce qu'effectivement, j'ai la chance d'avoir un réseau, mais voilà. Mais c'est vrai qu'avec le temps, parfois, ce coup de boost peut s'estomper et il faut pouvoir juste s'atteler à se dire ok, il faut le réanimer en fait, ou le raviver et se dire ok, go quoi. Mais voilà, je reviens à ce point-là parce que c'est un peu à côté de ça, c'était plutôt fluide, dans le côté professionnel en tout cas. Voilà, oui, c'était cet élément-là. Quelles sont tes sources d'inspiration au quotidien, que ce soit des livres, des mentors, des podcasts? Ça va être peut-être un peu
convaincue, mais pour l'instant, c'est mes filles, mes inspirations, parce que j'ai envie d'être un bon exemple pour elles. Et j'étais pas une grande lectrice auparavant, mais je le suis encore moins depuis que j'ai les filles. Et donc, c'est vrai que... Par contre, je passe de plus en plus de temps sur LinkedIn, j'avoue. Parce que je trouve qu'il y a de plus en plus de personnes qui, effectivement, utilisent LinkedIn comme étant un outil d'influence, mais surtout d'inspiration. Et c'est souvent pas mal fait. Après, ça part... alors, je ne vais pas savoir là maintenant comme ça donner quelques références bien spécifiques, mais et ça peut partir vraiment dans tous les sens par rapport à des sujets qui peuvent m'intéresser. Et alors, podcast, par contre, j'ai été... il n'y a pas longtemps, j'ai fait un trajet 8 heures aller, 8 heures retour. Et c'était la première fois que vraiment, je me posais pour me dire, OK, je vais écouter un podcast, quoi. Et là, j'ai écouté un podcast sur le marketing et qui était pas mal foutu. Enfin, voilà, pas mal foutu, mais qui c'était une manière aussi, et je pense que c'est comme ça que je dois percevoir un podcast, effectivement c'est de la fin, c'est comme ça que nous on vend le nôtre, mais c'est de la formation continue et ça permet d'être un peu up-to-date par rapport à certains concepts et juste faire un refresh aussi de ce qu'on sait en théorie, mais de ce qu'on n'a plus appliqué pour autant, ou que parfois pour se restructurer un petit peu et donner une bonne trame, les podcasts sont pas mal pour ça. J'avoue que par contre j'ai le côté visuel aussi moi dans ma mémoire, donc avec le podcast c'est parfois un peu manquant, mais je me suis dit que j'allais beaucoup plus m'y atteler, oui. Il y a la possibilité de mixer les deux, d'avoir des podcasts enregistrés. On l'a testé, mais ça n'a pas... on est revenu au format audio pur. Oui, mais après, dans le côté visuel, je pense que c'est parce qu'il me faut des charts ou des... Enfin, vraiment... Oui, ok. Oui, pas juste voir les personnes. Oui, ce n'est pas un plus. Mais, non, c'est vrai que par contre, ça demande d'autres moyens, évidemment, de faire un podcast vidéo que le podcast audio. Si tu pouvais inviter une personnalité vivante ou décédée à faire un petit lunch à midi, qui serait-elle ? Alors, ça, c'est comique parce que c'est pas si je le suis, mais pas assidûment, mais je pense à Richard Branson. Et parce que j'ai même lu, c'était vraiment un bref paragraphe et il fallait que j'aurais dû pousser le truc, mais c'était sur ses débuts en fait avec le côté aérien, en disant il avait pas spécialement beaucoup d'argent. Après, voilà, je connaissais pas ses comptes à ce moment-là, mais en tout cas, il a plutôt eu la niaque et la il y a un terme que j'ai vraiment envie de dire, mais qui vient pas comme ça, mais où là, il s'est dit, ok, c'est bon, on y va, quoi. On y va. J'ai I have a dream, entre guillemets. Ça, c'est quelqu'un d'autre, mais on y va, on fonce, et puis après, on verra bien. Et je trouve que son côté multi-entrepreneur, au final, avec ses multi-casquettes, et puis il n'y a rien à faire. En fait, déjà, il me fait penser un peu à mon papa, physiquement. Et ils ont le même âge. Ils n'ont pas tout à fait le même parcours. Non, mais je rigole. Dans l'entrepreneuriat, si, mais par contre, il y a ce côté simple, en fait. J'ai l'impression qu'il pourrait être hyper simple d'accès, hyper chill et voilà, et terre à terre quand même. Et donc oui, ça m'amuserait assez bien de pouvoir le rencontrer. Et j'ai déjà eu l'occasion de rencontrer quand même quelques grand, on va dire, de ce monde. Et lui, pas encore. Donc, why not ? Peut-être que je me le mette en target. L'appel est lancé aussi. Oui. Je ne suis pas sûr qu'il nous écoute. Comment est-ce qu'on reste motivé ? Oui, tu le parlais tout à l'heure un peu des hauts et des bas. Comment est-ce qu'on reste motivé dans les downs et les périodes de doute ? Alors moi, je me suis remise au sport. J'ai réintégré une équipe de hockey que j'ai joué au hockey dans la vingtaine, puis j'ai joué au foot, et puis je suis retournée au hockey là maintenant, et au tennis aussi, parce que ça a toujours été mon sport de prédilection. Et donc oui, ça fait partie un peu de ces routines. Alors c'est pas de manière quotidienne, j'aimerais bien, mais voilà. Mais par contre, c'est prendre soin de soi. Et là, juste récemment, j'ai un problème à l'épaule justement, donc ça m'handicape un peu pour le sport, mais je me suis prise en main et là, comme je commence à prendre soin de moi, donc des séances de kiné, tout ça, mais ça paraît de nouveau peut-être futile, mais c'est hyper important de pouvoir être bien avec sa tête, son cœur et son corps. Et donc du coup, c'est vrai que là, c'est pour éviter ça, c'est de me dire parfois il faut s'activer et prendre soin de soi. Et comment est-ce qu'on garde un équilibre, pour autant qu'on y arrive, entre la vie privée et la vie professionnelle, quand on a une vie professionnelle très, très chargée ?
La mienne l'est, mais je dirais qu'elle n'est pas surchargée. Et ça, je pense que j'ai appris maintenant à essayer de freiner un petit peu tout ça. Ma vie est active, mais je n'ai pas envie d'être dans une dimension ou avec cette connotation de me tuer au travail, entre guillemets. Parce que je pense que là, il y a eu un shift qui se déroule petit à petit, je pense, dans la conscience collective. Et on voit les dégâts que ça peut faire. Et c'est bénéfique pour personne, au final. Et donc je pense que moi, c'est... chercher un équilibre, oui, c'est... Pour l'instant, avec des enfants en bas âge, je ne dirais pas que c'est le plus facile. Mais petit à petit, voilà, il y a des choses qui se délient et qui se mettent en place. Et c'est de pouvoir de nouveau aussi déléguer comme c'est possible de déléguer. Même au niveau de l'entrepreneuriat, parce que c'est vrai qu'avec Sophie, on porte plusieurs casquettes, mais on n'a pas d'expertise de tout, comme je disais tout à l'heure. Et donc là, on se fait pas mal accompagner en fait, par d'autres indépendants qui complètent un peu de manière ponctuelle pour telle ou telle tâche. Et c'est chouette parce que du coup, on sent quand même une sorte d'énergie en fait, qui émane de cette collaboration qui n'est pas simplement juste Sophie et moi au quotidien, mais qui parfois est challengée par d'autres personnes, quoi. Ouais. Et justement, comment est-ce qu'on crée un festival from scratch, parce que vous êtes parti de rien? Comment est-ce qu'on fait au niveau communication, marketing? Comment est-ce que vous avez fait? Comme je l'évoquais, en fait, c'est vraiment un événement qui est né d'une inspiration où Sophie et moi, on était dans le sud de la France, un festival un peu similaire, mais qui s'adressait plutôt à un large public, mais qui s'intéressait justement au développement personnel, tant bien de l'enfant à l'adulte. Et c'est en rentrant de là que Sophie m'a recontactée en disant tiens, il n'y a pas en fait un événement comme ça, de ce type-là, avec cet angle-là. Il y a d'autres événements comme le salon de l'éducation et tout ça, mais qui sont des concepts plutôt formels. Et donc nous, on s'est dit ok, Sophie a écrit un peu le pitch du concept. On a trouvé un lieu qui était magnifique, atypique, bucolique, et qui correspondait à cette mise au vert en fait. C'était à la ferme de Mont-Saint-Jean à Waterloo, qui était en rénovation. Ces rénovations se sont faites au fur et à mesure de notre événement. Donc chaque fois on était un peu dans les travaux, mais on était à l'intérieur et à l'extérieur. Et au niveau marketing, après la première édition, on a fait 350, 400 personnes. Là maintenant on est à 3000, donc il y a quand même une marge de progression. Donc c'est vrai qu'au début, il a fallu se faire connaître. On était début septembre, donc là on était un petit peu optimiste parce que l'école venait de recommencer. Mais on a fait des partenariats, on a été trouvé les premières années, on avait la RTBF. On sollicite différents médias en fait et on voit un peu qui mord à l'hameçon, on va dire, et qui soutient l'initiative surtout pour pouvoir diffuser l'information. On a créé effectivement quelques collaborations. On a été voir même des clubs de sport des alentours, des échevins aussi, des communes alentours aussi pour driver en fait la communication envers les profils types qu'on voulait attirer au festival. Tant bien donc ce public de parents avec les clubs de sport que les publics enseignants avec les écoles des communes avoisinantes. Donc c'est plutôt la stratégie, prendre son bâton de pèlerin et aller... Oui. Oui, parce que même rencontrer des personnes. Et puis à ce moment-là, on avait une petite page Facebook qui grandissait au fur et à mesure, mais et Sophie aussi faisait de la formation. C'est vrai que le rôle de Sophie est essentiel dans le sens où elle a accès à pas mal d'écoles, mais par contre le travail de se dire, on avait fait un peu l'estimation budgétaire et puis surtout la démarche qu'on devait entreprendre pour essayer d'aller toucher toutes les écoles. Imaginons un courrier en fait, envoi postal et tout ça. Déjà ça coûtait fort cher et puis on n'était même pas sûr en fait de la réceptivité de ce genre de communiquer et donc on s'est dit on commence petit et puis après la réputation fera le reste et on va, et puis alors on mise beaucoup aussi sur les exposants parce que mine de rien la première année ils étaient déjà une 50aine et eux ont déjà un réseau qui n'est pas spécialement le même que leurs voisins et donc ça génère chaque fois bouche à oreille effet boule de neige et donc ça c'est top, sachant qu'ils savaient aussi ils savaient pas trop ce qu'on leur préparait mais ils savaient que le dynamisme qu'on allait y apporter allait pouvoir être porteur aussi et communicateur et c'est comme ça que ça a continué maintenant, oui, sur la 7e édition on est toujours là. Selon toi, quelles sont les qualités essentielles d'un entrepreneur pour les années à venir?
comment dire, l'adaptabilité. Oui. L'adaptabilité. Oui, l'adaptabilité, clairement. La curiosité, hein, voilà. Ça, ce serait... ça, je pense que c'est essentiel. La résilience et en même temps la prise de risque. Parce qu'il y a ce côté ambivalent tout le temps aussi. Et parce que la résilience, on ne peut pas avoir des highs tous les jours non plus. Parce on reste humain. Et donc oui, ça, je pense que, en tout cas. Et puis, et la persévérance. Tu l'as dit, l'humain va rester au centre, mais comment est-ce que tu vois la place de l'intelligence artificielle dans le milieu éducatif ? Donc là, justement, cette année, on cherche à pouvoir faire un focus sur l'utilisation ou une meilleure appréhension de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les classes. On est en cours d'ailleurs de pouvoir faire un rapprochement avec une école au Danemark qui fait partie d'un consortium, on va dire, avec différentes écoles qui ont déjà implémenté l'intelligence artificielle dans l'usage qu'on va dire quotidien même en classe pour les élèves et pour les enseignants. Et je pense que ça sera toujours ça va être un facilitateur pour certaines choses. Ce qui revient beaucoup, en fait, c'est aussi l'importance de développer son esprit critique, vraiment, parce que on l'a vu, il y a des failles. Et ça, oui, il y aura toujours... Enfin, ça vise la perfection, ça c'est sûr, et ça reste bluffant. Mais je pense qu'il faut l'utiliser comme outil, comme buddy, en fait. Enfin, voilà, c'est un outil complémentaire et ça peut devenir un pote qui est pas physique, qui deviendra peut-être physiquement présent, mais en tout cas, qui peut vraiment accompagner, mais qui peut faire gagner du temps aussi aux enseignants, parce que c'est une de leurs... voilà, c'est pour l'instant un challenge aussi, c'est le côté administratif que l'enseignement peut représenter à l'heure actuelle avec les différentes réformes et ce qu'on leur demande. Et puis alors au niveau des élèves, oui, c'est développer leur esprit critique et l'utiliser comme à bon escient. Voilà, comme toute nouvelle technologie en fait à l'époque aussi avec Internet. Enfin, moi je me souviens, j'utilisais Copernic, je sais pas si c'est quelque chose qui te parle, mais ça permettait de pouvoir aller chercher des sources et puis après, et c'est même comme ça que les profs finalement vérifiaient si on trichait ou pas. Enfin, voilà, mais il faut pouvoir bien l'appréhender et surtout nous ce qu'on vise à faire c'est bien outiller, on va dire, tant bien les enseignants que les directions aussi et les élèves. Voilà. Pour toi, ça va rester un outil, tu n'imagines pas une IA qui enseigne de manière, parce que maintenant, on voit qu'au niveau vidéo, on arrive à matérialiser sous forme de vidéo, c'est pas... Si, pour la formation, il y a déjà pas mal de formations en ligne et tout ça, et donc ça, si ça peut être effectivement généré par de l'IA, ça fera certainement plaisir à ceux qui l'auront initié, en tout cas, ou qui l'auront bien cadré, mais je vois pas les écoles disparaître... Non, je pense que là, on est sur le côté, le lien social vraiment est primordial. Et il y a, je le vois, de nouveau, quand je dépose mes filles tous les jours à l'école et tout ça, il y a le côté, il y avait ce matin, ils mettent un gros baffle dans la cour de récré, il y a les enfants qui dansent. Et ça, l'IA, alors oui, elle pourra faire une super playlist, mais humainement, elle y arrivera jamais. Donc, je pense que là, on est sur il faut pouvoir garder ce lien et il n'y a rien à faire. On est vraiment des personnes on reste des mammifères qui a priori vivent en communauté, même si on n'est pas les rois de la communauté, je trouve, par ici. Moi, je relativise toujours beaucoup. Je vais assez souvent en Afrique et là, il y a vraiment un esprit communautaire et de soutien. Et donc, et voilà, je pense que l'IA, peut être... une force, un moyen de pouvoir se délester de certaines même tâches rébarbatives et tout ça, et de gagner du temps, mais pas au niveau du lien social qui est hyper important à garder. Ok. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée et que tu aurais voulu que je te pose ? C'est-à-dire un sujet sur lequel tu aurais voulu t'exprimer. Non, parce que je me suis exprimée sur le côté entrepreneur en tant que maman, parce que le rôle de maman ou même de papa, c'est un rôle d'entrepreneur en soi. Ah oui. Ça, je pense qu'il ne faut pas le... Enfin voilà, je trouve que c'est hyper important parce que ça couvre plein de caractéristiques en fait qu'un entrepreneur doit pouvoir avoir. Donc on est finalement tous, même quand on est employé, on est tous entrepreneurs de sa vie. Et effectivement, ça c'est quelque chose qui est important et le fait de le dire moi c'est important dans le sens où
Souvent, en fait, je préférais que les autres choisissent pour moi, plutôt que moi vraiment me dire non, c'est comme ça en fait, et ce sera pas autrement, et j'ai pas et tant pis si je vexe quelqu'un ou quoi que ce soit. Je suis un peu trop coulante et je déteste le conflit. Et mais là maintenant, j'essaye de me le rappeler en disant en fait maintenant c'est bon, t'as fait le plus gros challenge de ma vie, c'était parce que je pouvais procrastiner encore comme ça longtemps du fait d'avoir des enfants ou pas d'avoir des enfants, et elles sont arrivées en plein Covid et un coup double parfait. Mais c'est vrai que là maintenant, je me dis c'est le plus beau est fait, il est là, il faut pouvoir continuer à le faire grandir, mais parallèlement à ça, il faut pouvoir se dire go, on tente avec les ups and downs, effectivement, que l'aventure humaine aussi avec soi-même peut générer, quoi. Ouais. Tout à fait. Est-ce que tu pourrais nommer un ou une entrepreneur inspirant ou inspirante que tu aimerais voir ou écouter plutôt derrière le micro à ta place? Donc Richard Branson. Oui, ça va être un peu compliqué, mais plutôt mais dans... son français, bon. Et sinon, dans ton entourage plus proche, plus accessible, s'il y a quelqu'un à qui tu penses, tu te dis oui. Mon frère. Mon frère, Mon frère, il a fait des études à l'école hôtelière. Voilà. Et là, maintenant, il est clairement dans l'entrepreneuriat où avec son épouse et avec une équipe, il travaille sur des projets hôteliers, en l'occurrence sur des projets tels que Paris Daiza et tout ça, au niveau de l'aménagement des chambres, en fait, et de l'expérience client. Et ils ont plusieurs clients... plusieurs groupes hôteliers en fait qui font appel à eux. Là récemment aussi ils ont décroché la rénovation du VIP, du business lounge de Brussels Airlines, de Brussels Airport, mais et donc voilà, et il a aussi des petites jumelles, donc une grande. Il a 3 enfants, et donc c'est vrai que c'est on top de tout ça. Et il s'active à pouvoir générer encore plus de projets et toujours plus ambitieux. Et voilà. Et donc c'est vrai que moi c'est une personne qui m'inspire, parce que c'est vrai que de nouveau tout est jamais rose, mais il y a une force de caractère quand même qu'il arrive à maintenir et qui est inspirante. Et le nom de la société, c'est Champels. Ouais. Et où les auditeurs peuvent suivre ton ou votre, parce que vous êtes 2, actualité. Donc il y a un site internet, tu l'as dit tout à l'heure. Ah ouais, mais il ne faut pas sous-estimer le site internet, parce que il est tout neuf. On avait notre site avant qui faisait un focus sur le festival. Maintenant, on a, comme je disais, restructuré tout ça comme étant la plateforme des pédagogies innovantes, et c'est outofthebooks.com. Juste pour donner un peu le pourquoi d'Out of the Books, parce que beaucoup s'arrêtent à books, et books, livres, enfin voilà. Mais en fait, c'était la transposition avec out of the box, de think outside the box, comme on peut le dire dans un jargon plutôt anglophone. Et donc, nous, c'était think outside the books, en fait. C'était vraiment prendre de la hauteur et de la perspective par rapport aux livres. Alors, non pas qu'on rejette les livres, loin de là, parce qu'on a de plus en plus de maisons d'édition aussi, mais les maisons d'édition qui sont présentes s'adaptent aussi aux besoins actuels des enseignants, des directions, des jeunes. Et donc, ils ont aussi pris cette hauteur par rapport à l'évolution des apprentissages et aux besoins par rapport aux nouvelles technologies. Et donc, Out of the Books, c'est .com, c'est notre site internet. Puis, on est sur Facebook et Instagram et LinkedIn aussi, avec Out of the Books. Ouais. Eh bien, un grand merci Alexia pour ce partage inspirant. Chers auditeurs, nous vous remercions de nous avoir accordé votre temps. Si vous avez aimé ce podcast, partagez-le et abonnez-vous. On se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres rencontres et d'autres doses d'inspiration. Merci Alexia. Merci beaucoup.